Bienvenue, chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir dans cet épisode. Derrière chaque grande œuvre, il y a souvent une figure invisible. Pour Carl Gustav Jung, cette figure s'appelait Antonia Wolff, plus connue sous le nom de Toni Wolff. Aujourd'hui, je veux lui rendre hommage, pas seulement comme collaboratrice de Carl Gustav Jung, mais comme théoricienne, penseuse et fondatrice oubliée de la psychologie analytique. Une femme qui, par son intelligence, sa culture, sa présence, a contribué à façonner certaines des idées les plus profondes de la pensée jungienne, tout en restant trop souvent dans l'ombre. Dans cet épisode, nous allons retracer sa vie et sa personnalité, explorer sa relation avec Jung, une relation marquée par la projection de l'anima et une dynamique triangulaire unique, on peut dire, mettre en lumière ses contributions théoriques et sa vision du féminin, et enfin avertir sur l'effacement systématique des femmes dans les récits analytiques, un effacement qui, encore aujourd'hui, prive l'histoire de toute sa vérité. Car parler de Toni Wolff, c'est non seulement réparer une mémoire, mais aussi interroger la manière dont nous racontons nos héritages. Toni Wolff, de son vrai nom, Antonia Wolff, voit le jour en 1888 à Zurich. Elle est l'aînée de 3 filles, Suzanne Elisa Wolff, dans une famille bourgeoise cultivée, un univers soigné, éduqué, avec tout ce que l'on entend d'une famille bien placée à Zurich, à la fin du XIXe siècle. Les bonnes manières, la rigueur, l'importance de l'instruction, et un cadre social où l'on sait exactement quelle place on doit tenir. Pour Toni, cette place d'aînée a un poids. On attend d'elle l'exemple, la maturité, la retenue, mais aussi une complicité forte avec son père, figure structurante, exigeante et bienveillante. C'est à la fois un repère affectif et un horizon intellectuel. Avec lui, Toni se sent vue, sa pensée s'aiguise au contact de cette présence masculine forte qui lui sert de miroir et d'appui. Puis en 1909, tout s'effondre. Toni a 21 ans quand son père meurt soudainement. Le choc est immense. Elle se replie sur elle-même comme si une partie d'elle s'était éteinte. Elle devient plus silencieuse, plus introvertie et ne sourira plus jamais. Pour ses proches, elle reste la jeune femme cultivée et polie, mais à l'intérieur, elle porte une peine profonde, difficile à rejoindre. Un an plus tard, en 1910, sa mère l'envoie consulter au Bürgersli, la grande clinique psychiatrique de Zurich. Elle a 22 ans. Jung, lui, en a 35. Il est médecin depuis une dizaine d'années. Emma, son épouse, pour donner un ratio, a 28 ans à cette époque. Le Bürgersli est un lieu particulier. Médecins, patients et parfois leurs familles cohabitent dans un univers étonnamment mêlé. Les premières séances entre eux sont muettes. Toni ne parle pas. Elle se tient droite, le regard clair mais fermé. Jung cherche une ouverture. Un jour, il évoque la mythologie grecque pour relier sa douleur à des récits plus vastes. Et là, c'est l'étincelle. Toni le coupe, elle corrige, précise, déroule sa propre lecture des mythes avec une rigueur et une audace qui surprennent. Le masque se fend, sa pensée apparaît fine, structurée et fulgurante. Pour Jung, c'est un moment clé. La patiente silencieuse est une érudite, une lectrice exigeante, un esprit capable de le contredire avec grâce. À partir de cet instant, quelque chose se renverse. Les séances cessent d'être un face-à-face avec une dépression pour devenir un dialogue vivant. Mythes, symboles, rêves, lecture, Toni reprend couleur, souffle et vivacité. 2 traits s'imposent alors. Une culture symbolique exceptionnelle, une curiosité précise par l'érudition, pas l'érudition comme on l'entend pour briller, mais l'intelligence qui relie et clarifie. Une capacité rare à tenir tête, elle rappelle la rigueur des mots, des images, des références, elle stimule l'imaginaire de Jung, sans s'y dissoudre. C'est là que naît leur lien singulier, au croisement d'une analyse, d'un accompagnement intellectuel et d'une profondeur affective qui, sans être nommée, va durer plus de 30 ans. Toni n'est plus la jeune femme fragile, elle devient interlocutrice, passeuse, contrepoint et bientôt pensée à part entière. Lorsque Toni entre dans la vie de Jung, celui-ci n'a pas encore traversé la plus grande tempête de son existence, mais elle approche. Il a déjà connu une relation profonde et marquante avec une autre femme, Sabina Spielrein, que vous connaissez peut-être, rencontrée en 1904, encore une fois au Bürgersli. Alors qu'elle était sa patiente, Sabina devient rapidement bien plus qu'un cas clinique. Leur lien mêle affection, passion et travail intellectuel. Jung l'aime profondément, mais choisit finalement de rester avec Emma.
Incapable à cette époque de faire face à ce que cette relation réveille en lui, il met fin brutalement, une coupure douloureuse pour Sabina. Pourtant, elle laisse une empreinte majeure sur la psychologie analytique. Ses travaux sur la dialectique entre pulsion de vie et pulsion de mort anticipent la fameuse théorie freudienne, mais cette idée formulée par Sabina sera ensuite reprise et popularisée par Freud sans qu'elle en soit pleinement créditée. Sabina est donc déjà un exemple de ces femmes qui ont façonné l'histoire de la psychanalyse, tout en étant reléguée dans ses marges. C'est après cette expérience que Jung rencontre Toni Wolff en 1910, alors qu'elle traverse une profonde dépression. Avec elle, la configuration sera différente. Ce n'est pas une relation brève ou rompue, mais une présence constante pendant plus de 30 ans, jusqu'à la mort de Toni en réalité, inscrite même au cœur de la vie familiale de Jung. En 1913, la rupture avec Freud éclate. Pour Jung, c'est un séisme. Perte d'un ami, d'un allié intellectuel et d'un repère majeur. Commence alors ce qu'il appellera plus tard sa nuit obscure, une descente dans l'inconscient, faite de visions, d'images qui surgissent comme des marées, des dialogues intérieurs qui le secouent au point de frôler la désintégration psychique. Et c'est là que Toni prend toute son importance. Elle devient soutien moral, interlocutrice intellectuelle et plus encore miroir psychique. Jung projette ce que la psychologie analytique appelle l'anima, la figure féminine intérieure, porteuse d'images, d'inspiration et de liens avec l'inconscient. En Toni, il reconnaît, ou plutôt il cherche, des aspects de son féminin intérieur qu'il doit intégrer pour ne pas sombrer. La relation n'est pas clandestine. Emma Jung, son épouse, connaît et accepte cette présence, plus ou moins. Les enfants eux-mêmes l'appellent tante Toni, signe que son rôle est pleinement assumé dans le cercle familial, en tout cas lorsqu'ils étaient petits, parce que ça deviendra plutôt une raillerie quand ils deviendront adolescents et adultes. Cette dynamique triangulaire est unique pour l'époque. Emma, l'ancrage domestique et la continuité du couple, Toni, l'élan intellectuel et imaginaire, compagne d'exploration dans ses voyages intérieurs. Chacune occupe une place différente, et les deux semblent indispensables à l'équilibre de Jung. Mais cet équilibre a un prix. Pour Toni, cela signifie rester toute sa vie dans l'orbite de Jung, par loyauté, par affection profonde, et sous l'effet de ce lien psychique puissant, elle ne construira pas de vie personnelle indépendante. Sa trajectoire qui aurait pu prendre son propre essor reste liée à la sienne. Elle devient indispensable, mais au risque de s'oublier elle-même. Lorsqu'on sait que Jung a projeté sur Toni son anima, cette figure féminine ô combien importante, le lien à l'inconscient et à la créativité, et bien plus encore, on ne peut qu'être frappé par ce qui va suivre, parce que le cœur même du travail théorique de Toni Wolff va porter sur les formes structurelles de la psyché féminine. Chez Jung, l'anima prend la forme d'un chemin d'évolution. Il en distingue 4 stades. Ève, la femme instinctive et maternelle. Hélène de Troie, la beauté érotique et inspiratrice. Marie, la Vierge Marie, le féminin spirituel et purificateur. Et Sophia, la sagesse divine intégrée. C'est une vision, on peut dire, verticale. On avance de l'un à l'autre en progressant. Chez Toni, c'est tout autre chose. Elle ne voit pas des étapes à franchir, mais des forces qui coexistent. 4 figures vivantes, présentes en chaque femme, à équilibrer plutôt qu'à gravir. Une vision horizontale, transversale, qui donne une cartographie du féminin intérieur. Ces 4 figures, Toni ne les a pas inventées un matin au réveil. Elles sont nées d'années de travail, à écouter les patientes, à lire, à se former, à rêver, à plonger dans les mythes et les récits symboliques. Dès son premier dialogue avec Jung, la mythologie devient leur langage commun. Mais là où lui cherche avant tout des images de l'inconscient collectif, elle observe les profils humains. Elle repère les manières d'être au monde incarnées par les déesses, les héroïnes, les femmes légendaires. Et elle se rend compte que, peu importe la culture ou l'époque, certaines figures reviennent toujours. La première, c'est la mère, celle qui nourrit, protège, fait croître. On la retrouve dans Déméter, Isis ou certaines figures bibliques. Toni en entend l'écho dans la vie réelle, chez les femmes qui se consacrent à leurs enfants, à leur foyer, ou à leur création intérieure, qu'il s'agisse d'un projet, d'une œuvre, d'une vocation. C'est une force de vie, mais qui, poussée trop loin, peut étouffer ou retenir prisonnier. La deuxième, c'est l'Amazone, Artémis dans la mythologie grecque, les guerrières de Cynthie dans les récits anciens. L'Amazone qui agit, conquiert, se bat pour sa place dans le monde.
Tony la reconnaît chez les patientes les plus indépendantes, mais elle voit aussi son revers, c'est-à-dire l'isolement, la peur de dépendre de quiconque. La troisième, c'est l'Étaïr, la muse, la compagne initiatrice qui inspire le héros ou l'artiste. Tony comprend que ce rôle n'est pas secondaire, il le transforme, il élève, mais peut devenir une prison si l'on se définit uniquement par rapport à l'autre. Et la quatrième, c'est la médiale, des fois dit la médium. Donc c'est la prêtresse, l'oracle, les femmes médecines, celles qui circulent entre les mondes visibles et invisibles. Tony la retrouve dans Cassandre, dans les Sibylles, dans la mystique. Cette sensibilité aux rêves, aux signes peut être un trésor, mais aussi une fragilité si jamais nous ne sommes pas ancrés dans le réel. Pour Tony, ces 4 figures ne sont pas des cases dans lesquelles on enferme les femmes, elles sont des forces intérieures qui vivent, qui dialoguent, qui parfois s'affrontent. Chacune a ses dons, ses excès, ses dangers. Et aucune femme n'est juste l'une ou l'autre. Tout est une question d'équilibre. Ce modèle a plusieurs vertus. Il permet d'abord aux femmes de mieux se connaître, de voir quelle figure domine, laquelle manque, et comment rétablir une harmonie. Il casse aussi les clichés de son époque, où le féminin, dans la psychanalyse comme dans la société, se résumait souvent à la mère ou à la séductrice. Et surtout, ce modèle ouvre une vision beaucoup plus large, il reconnaît la force active et indépendante, avec les Amazones, il valorise le lien à l'invisible et à l'intuition, avec la médiale, et il donne une place à l'Étaïr comme source d'inspiration créatrice. Et ce n'est pas seulement un outil pour les femmes, un homme en découvrant ces 4 figures peut aussi mieux comprendre son propre rapport à l'anima, parce que dans la projection qu'il fait sur une femme, ce sont souvent l'une ou plusieurs de ces figures qui viennent se manifester. Les reconnaître, les connaître, c'est mieux comprendre ce qui l'attire, ce qui l'agace, ce qui l'inspire, et c'est aussi commencer à intégrer en lui ces aspects du féminin. Toni Wolff n'a pas seulement décrit ces figures, elle les a fait vivre dans ses conférences au club psychologique de Zurich, dans ses analyses, dans ses échanges et dans le cercle d'Eranos. Jung lui-même voulait qu'elle publie davantage, mais Toni préférait l'oral, la rencontre, le travail direct avec les gens. Résultat, beaucoup de ses idées ont circulé, parfois sans son nom, et c'est sans doute aussi en partie pour ça que son héritage aujourd'hui reste encore dans l'ombre. En 1953, Toni Wolff a 65 ans. Elle est toujours active, toujours investie dans ses analyses et dans la vie du club psychologique de Zurich. Rien ne laisse vraiment présager qu'elle est en danger, même si, autour d'elle, certaines de ses analysantes sentaient confusément qu'il fallait avancer leur venue à Zurich, comme si un fil invisible les prévenait. Et puis soudain, Toni Wolff meurt brutalement. Sans longue maladie, sans préparation, c'est une disparition qui laisse un vide immense dans les cercles jungiens, et un vide encore plus profond chez Jung lui-même. Le jour de ses obsèques, le 25 mars, Emma est présente, et Jung, lui, n'y assiste pas. L'absence fait parler, ça fait grincer, on murmure qu'il fuit, qu'il se détache, mais la vérité est tout autre. Jung sait que s'il se rend à cette cérémonie, il risque de perdre tout contrôle sur ses émotions, et cet homme qui, toute sa vie, a cherché à tenir ensemble l'ombre et la lumière, préfère rester seul pour affronter cette déchirure. Dans les mois qui suivent, beaucoup croient voir chez Jung un visage serein, mais ce calme est trompeur. À l'intérieur, il est profondément bouleversé. Ses problèmes cardiaques et son hypertension s'aggravent nettement. Et puis il y a ce rêve, la nuit de Pâques. Toni lui apparaît vêtue d'une robe aux couleurs chatoyantes, ornée de plumes, surmontée d'un diadème bleu roi. Elle a le port d'un oiseau rare, majestueux et léger à la fois, quelque part entre le martin pêcheur et le paon. Elle ne dit rien, mais à son réveil, Jung se sent apaisé, comme si cette vision venait sceller quelque chose, mettre un baume invisible sur la plaie. Un peu plus tard dans l'année, il trouve une petite pierre dont la forme l'inspire. Il la place dans un bosquet près de la maison de Kuchnart. Et il y fait graver une inscription en caractères chinois. C'est écrit « Toni Wolff, lotus, religieuse, mystérieuse ». Un hommage discret, presque secret mais chargé de sens. Le lotus, symbole de la pureté et de l'élévation spirituelle. La religieuse, celle qui se consacre à une quête intérieure, et mystérieuse parce que Toni, même pour ceux qui l'ont connue, gardait toujours une part insaisissable. Pour Emma Jung, la mort de Toni n'est pas neutre non plus. Peu de temps avant, elle avait commencé à ressentir les premiers signes de ce qui s'avéra être un cancer.
Après la disparition de Tony, la maladie progresse. En 1955, Emma meurt à son tour. Pour Jung, c'est une double perte, coup sur coup, la compagne de toute une vie et la confidente intellectuelle qui l'a accompagnée pendant plus de 30 ans. L'héritage de Tony Wolff reste difficile à mesurer. Beaucoup de ses idées ont circulé sans son nom, et son rôle dans l'histoire officielle de la psychologie analytique est resté flou, presque effacé. Mais ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui ont entendu ses conférences, savent. Elle n'était pas seulement l'anima de Jung, elle était une pensée à part entière, une passeuse entre les mythes et la vie intérieure, une architecte silencieuse des fondations mêmes de la psychologie analytique. Parler de Tony Wolff, ce n'est pas seulement raconter une histoire singulière, c'est aussi mettre en lumière un problème beaucoup plus large, l'effacement des femmes dans l'histoire, de la psychanalyse, et en particulier dans la psychologie analytique. Tony Wolff n'est pas un cas isolé, elle est un exemple frappant de la manière dont l'histoire officielle passe sous silence, minimise ou requalifie le rôle de contributrice majeure. On pourrait tracer des parallèles. Sabina Spielrein, par exemple, une psychanalyste brillante qui a théorisé, avant Freud, la pulsion de vie et la pulsion de mort. Non seulement cette idée lui a été reprise et renommée, mais son rôle a été déformé par des lectures masculines qui ont préféré mettre l'accent sur sa relation sentimentale avec Jung plutôt que sur ses découvertes théoriques. Marie-Louise von Franz, autre figure essentielle, a consacré sa vie à l'étude des contes, des mythes et du symbolisme. Son travail monumental a éclairé des générations d'analystes, mais elle est souvent présente comme l'interprète de Jung, plutôt que comme une théoricienne de plein droit. Dans le cas de Tony Wolff, plusieurs facteurs se combinent. Le contexte historique et culturel. Nous sommes dans la première moitié du XXe siècle, une relation triangulaire. Jung, Emma, Tony est socialement sensible. Même si Emma l'accepte plus ou moins, le milieu universitaire et analytique préfère éviter le sujet. Pour préserver l'image publique de Jung, Tony disparaît peu à peu des récits officiels. Ensuite, la dynamique patriarcale. La psychologie analytique, malgré ses intuitions novatrices, reste un milieu très masculin, même s'il y avait quand même des femmes dans la pensée jungienne, mais cela reste très masculin tout de même. Surtout dans sa structure de reconnaissance. Les femmes peuvent contribuer, mais rarement en tant que figure centrale. Tony n'était ni épouse ni officiellement associée par un statut institutionnel, n'avait tout simplement pas de place définie dans la hiérarchie. Ensuite, sa propre personnalité. Tony publie peu, par choix, elle préfère le travail direct avec ses analysantes et les échanges oraux. Cette discrétion volontaire, paradoxalement, ouvre la porte à ce que certaines de ses idées soient reprises, parfois sans citer son nom. Il y a aussi le mythe de Jung. Dans le milieu jungien, il y a le culte du grand homme. Reconnaître pleinement Tony Wolff, c'est admettre que Jung n'a pas tout inventé tout seul, c'est aussi reconnaître que sa stabilité psychique, dans ses années de plus grande vulnérabilité, reposait sur une relation hors mariage. Cela bouscule la narration hagiographique, c'est-à-dire à la rédaction des vies de saints, ou si vous préférez, cela fissure l'image idéalisée. Ensuite, la tension interne du milieu. Le monde jungien a toujours été traversé de rivalités, écoles concurrentes, débats sur l'orthodoxie et querelles personnelles. Certains héritiers institutionnels d'Emma Jung ou de Marie-Louise von Franz ont pu consciemment ou non minimiser Tony pour protéger d'autres lignées d'influence. Et le problème n'a pas disparu. Aujourd'hui encore, beaucoup de cercles jungiens, et psychanalytiques de manière générale, restent sociaux, élitistes, hiérarchisés. On y retrouve les mêmes réseaux fermés, souvent issus de milieux privilégiés, qui parlent d'intégration de l'ombre, tout en pratiquant l'exclusion consciente ou inconsciente de certaines voix. La reconnaissance des femmes reste partielle, cantonnée à des rôles secondaires ou pédagogiques. Et il faut le dire clairement, sans Tony Wolff, la pensée de Jung n'aurait pas été la même. Sans elle, il est possible qu'après la rupture avec Freud, Jung se soit désintégré dans sa crise intérieure. Sans elle, certaines notions, l'anima, le rôle du féminin dans l'individuation, n'auraient pas eu cette profondeur ni cette résonance symbolique. Tony n'était pas seulement un soutien moral ou une muse, elle a apporté un langage, une rigueur, une perspective féminine qui ont façonné la psychologie analytique telle que nous la connaissons. Elle était littéralement une architecte cachée. Tony Wolff ne fut pas seulement l'anima extérieur de Jung, elle a vu une passerelle entre le vécu féminin et la pensée analytique. L'ombre de son absence plane encore sur l'histoire officielle, et c'est aussi à nous,
de rétablir sa lumière. Alors si nous parlons aujourd'hui de Tony Wolff, ce n'est pas seulement pour rétablir un nom dans un livre d'histoire, c'est pour ouvrir une brèche dans la manière dont nous racontons l'histoire de la psychologie, une brèche dans les récits qui mettent toujours en avant un seul visage, celui du maître, et laissant dans l'ombre celles et ceux qui l'ont accompagné, nourri, façonné. Tony Wolff était là, dès les premières secousses de la vie intérieure de Jung, elle a pensé, observé, créé, elle a incarné des idées qui continuent d'éclairer la compréhension du féminin psychique bien au-delà du cercle jungien, et pourtant encore aujourd'hui, combien de jeunes analystes, combien d'étudiants en psychologie connaissent son nom, ses travaux, son héritage. Combien savent qu'avant d'être une figure attachée à Jung, elle fut une théoricienne à part entière. Réhabiliter Tony Wolff, c'est reconnaître que la pensée ne naît pas seule, qu'elle se tisse dans des dialogues, dans des confrontations, dans des amitiés profondes. C'est reconnaître que parfois les plus grandes influences ne signent pas les livres, mais laissent leurs empreintes dans chaque phrase, chaque idée, chaque symbole. Alors je t'invite, à toi qui écoutes, à garder ce nom, à le transmettre, et à regarder pourquoi pas dans ton propre domaine, qui sont ces figures silencieuses qui mériteraient, elles aussi, de retrouver leur place dans la lumière. Remettre Tony Wolff dans la lumière, ce n'est pas seulement réparer une injustice historique, c'est reconnaître que derrière chaque grande œuvre, il y a souvent une figure invisible, et que ces figures sont bien plus nombreuses que ce que l'histoire officielle nous laisse croire. Redonner leur voix à ces femmes, c'est élargir le récit, rééquilibrer notre mémoire. Et c'est peut-être la première étape, pour nous tous, d'une véritable intégration de ce féminin intérieur, dont Jung et Tony parlaient déjà. Je te remercie pour ta présence et pour ton écoute. On se dit à très bientôt. Et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.